Ils se font appeler Opération Doudoula. Leur message est sans équivoque. Les immigrés illégaux, nous sommes cernés par les immigrés illégaux. Ah oui, ces étrangers. Il faut qu'ils fassent leur bagage, qu'ils quittent l'Afrique du Sud. On a faim, c'est ça notre problème. Les militants du mouvement inauguraient ce jour-là une nouvelle branche dans la capitale parlementaire du Cap. Ils accusent les immigrés de prendre les emplois des Sud-Africains. Écoutez, ma génération s'est battue pour donner naissance à une nouvelle constitution qui dit que nous avons la liberté d'expression. C'est notre droit de nous exprimer. Si se battre pour notre pays, se battre pour notre économie est xénophobe, eh bien qu'il en soit ainsi. Bonjour à tout le monde. Ces derniers jours, on a vu des images horribles en Afrique du Sud. Des Sud-Africains noirs qui attaquent, traquent d'autres Africains noirs pour les renvoyer de leur pays parce que selon eux, ils viennent voler leur emploi et sont liés à la criminalité. Cette traque d'autres Africains qui sont notamment des Congolais, des Mozambicains ou des Zimbabwéens s'apparente à de la xénophobie. Et ce n'est pas une première dans ce pays d'Afrique australe. Les violences xénophobes, il y a eu des précédents en 1994, en 1995, en 2008, en 2015, en 2020 et encore en 2026. À chaque fois, dans ce pays, on a des violences xénophobes contre d'autres Africains à chaque fois qu'il y a une crise économique et sociale où les Sud-Africains ont du mal à s'en sortir. Le bouc émissaire désigné, c'est les autres Africains qui sont immigrés dans ce pays. Alors, moi, quand j'ai vu ces images-là, je me suis posé une question simple. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces Sud-Africains pour qu'ils aillent traquer d'autres Africains comme eux, qu'ils accusent de leur voler leur emploi et d'être liés à la criminalité? Alors, j'ai pris au sérieux cette question de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et pour avoir une réponse à cette question-là, qui de mieux pour nous dire ce qui se passe dans leur tête qu'un autre Sud-Africain? C'est là que je suis allé fouiller à gauche et à droite. Je suis tombé sur d'autres images, d'autres faits politiques qui m'avaient marqué. Par exemple, l'année dernière, en 2025, lors du Parlement panafricain, on a vu des députés africains anglophones, notamment sud-africains, en venir aux mains avec d'autres députés francophones. L'élection des instances dirigeantes du Parlement panafricain, l'Assemblée consultative de l'Union africaine, qui regroupe 55 pays du continent, a viré au pugilat, à Midrand, en Afrique du Sud. Des députés en sont venus aux mains, se disputant l'urne de l'élection. Point de discorde, le mode de scrutin. Tout avait pourtant commencé sous de bons auspices pour l'élection du bureau, un président. Pour une distribution de postes au Parlement panafricain, là aussi je m'étais demandé qu'est-ce qui se passe dans leur tête. J'ai pris cette question-là au sérieux pour comprendre la vague de xénophobie qui traverse ce pays actuellement. Et je suis arrivé à la conclusion que les Sud-Africains se sentent particuliers par rapport aux autres Africains. Et du fait qu'ils se sentent particuliers, certains d'entre eux ressentent comme du mépris pour les autres Africains. Pour savoir ce qui se passe dans leur tête, je suis allé vérifier un article de presse écrit par un célèbre journaliste sud-africain. J'ai l'article de presse que je vais vous lire là et on va le commenter ensemble. Je l'ai sous les yeux. C'est écrit par Simon Allison en 2012. Alors, pour vous faire vite, le contexte de l'écriture de cet article, c'était en 2012 quand l'Afrique du Sud a bataillé contre vents et marées, contre la volonté des autres pays africains pour imposer Madame Dlamini Zuma à la tête de l'Union africaine. On écoute ce qui se passe dans leur tête, comment ils décrivent le Sud-Africain par rapport aux autres Africains. Il commence l'article ainsi, tenez-vous prêts. Je vais vous confier un secret.
C'est un secret qui n'est pas jalousement gardé, mais la plupart des Sud-Africains ne le connaissent pas. En tout cas, le voici. Le reste de l'Afrique ne nous aime pas. Selon lui, le reste de l'Afrique n'aime pas les Sud-Africains. Il continue. Être Sud-Africain en Afrique, c'est comme être un Américain dans le reste du monde. On nous regarde avec un mélange d'envie et de ressentiment. Nos richesses et nos pouvoirs par rapport au reste du continent nous permettent la plupart du temps d'imposer notre bon vouloir, d'imposer leur bon vouloir. Et il continue. Dans tous les pays où je me rends, c'est le journaliste sud-africain qui parle toujours, je me trouve entouré de symboles de la réussite sud-africaine. Bouquets de télévision, satellites dans ma chambre d'hôtel des centres commerciaux où s'alignent les enseignes sud-africaines. Encore une fois, cela ressemble aux relations d'amour et d'haine qu'entretiennent la majeure partie du monde avec l'Amérique. Toujours cette comparaison avec l'Amérique. Selon lui, les Sud-Africains seraient les Américains du continent africain. Amour pour Hollywood, amour pour la chaîne musicale MTV, amour pour McDonald's, haine pour l'arrogance et l'influence américaine. Voilà à peu près pour synthétiser ce qui se passe dans la tête de certains Sud-Africains. Ils se sentent supérieurs, particuliers si vous voulez, par rapport au reste de l'Afrique parce que c'est un pays qui réussit tant bien que mal sur le plan économique. Du coup, dans leur tête, ils sont un peu comme les Américains du continent africain. Mais, après avoir tombé sur cet article-là, je me suis demandé qu'est-ce qui fait que les Sud-Africains pensent comme cela. Je suis allé me renseigner. Il faut savoir que durant l'apartheid que l'Afrique du Sud a connu, le régime blanc de Pretoria disait aux Sud-Africains que le reste de l'Afrique était la jungle. Tout s'y passait très mal, que eux, les Sud-Africains noirs, avaient de la chance d'être Sud-Africains. Et cela, malgré la fin de l'apartheid, ils continuent à penser de cette manière-là, qu'ils sont particuliers par rapport au reste du continent africain où tout se passe mal, que leur pays est comme une sorte d'anomalie à l'intérieur de l'Afrique. Et ce qui n'aide pas, c'est que toutes les études, que ce soit économiques, sociologiques, sur l'Afrique du Sud, partent du postulat que ce pays est particulier par rapport au reste de l'Afrique, que c'est le pays qui ressemblerait beaucoup plus à ce qu'on pourrait trouver en Europe. C'est un pays fortement industrialisé, on a un début de prolétariat, ce qui fait que parfois certains utilisent même les grilles d'analyse qu'on utilise pour analyser les sociétés européennes, pour analyser les sociétés sud-africaines. Parce qu'ils se disent que c'est des sociétés qui ressemblent aux sociétés occidentales. Et même pour certains Sud-Africains, durant l'apartheid, ils se définissaient, en tout cas le régime de l'apartheid définissait l'Afrique du Sud comme appartenant à la sphère civilisationnelle occidentale. Et après l'apartheid, ce qui renforce ce sentiment de particularisme et de différence à l'endroit du reste de l'Afrique, après l'apartheid, l'Afrique du Sud, à travers Nelson Mandela notamment, a bénéficié d'une aura, d'un respect dans le reste du continent africain, notamment à cause de la manière dont Nelson Mandela a réussi à gérer la sortie de crise sans que ça ne bascule dans la guerre entre noirs et blancs, en créant ce qu'il appelle la nation arc-en-ciel, avec notamment la commission Vérité et Réconciliation, qui va beaucoup inspirer d'ailleurs dans d'autres pays d'Afrique pour régler des conflits. Et là, la diplomatie sud-africaine, après l'apartheid, compte tenu
de cette grandeur morale, entre guillemets, d'avoir pu régler son problème d'apartheid, de sortir de crise sans que ça ne verse dans la guerre, l'Afrique du Sud bénéficiait d'un manteau moral qui lui permettait de relayer l'Europe sur le continent africain, notamment à travers des interventions militaires, à travers une diplomatie africaine portée sur une évangélisation, entre guillemets, sur les droits de l'homme. Et tout ceci ne va faire que renforcer ce sentiment d'être particulier, ce sentiment d'être différent des autres Africains. Voyez-vous? Et tout cela font des facteurs qui poussent les Sud-Africains à se sentir différents, à se sentir particuliers par rapport aux autres Africains. Et on sait que à la sortie de l'apartheid, si il n'y a pas eu une décolonisation, entre guillemets, dans le fond, pour pousser les Sud-Africains à se départir de ces idées-là qui ont été instaurées durant l'apartheid, il y aura une dépendance au chantier. Et cette dépendance au chantier fait que certains Sud-Africains ne considèrent pas les immigrés africains dans leur pays comme étant des frères et sœurs africains qu'ils pourraient aider. Voyez-vous, ce qui fait que à chaque fois qu'il y a une crise, des difficultés, le petit peuple sud-africain va s'attaquer aux immigrés africains qui est présents dans leur pays. Même si il y a eu, je me rappelle, du discours de l'ancien président Thabo Mbeki, son célèbre discours « I am an African ». I am an African. I owe my being to the hills and the valleys, the mountains and the glades, the rivers, the deserts, the trees, the flowers, the seas, and the ever-changing seasons that define the face of our native land. My body has frozen in our frosts and in our latter-day snows. It has thawed in the warmth of our sunshine and melted in the heat of the midday sun. The crack and the... Je suis africain, pour tenter de repositionner l'Afrique du Sud dans la sphère culturelle africaine. Il semble que ça n'a visiblement pas marché et que certains éléments de propagande du régime de l'apartheid continue, on a comme l'impression d'imprégner une partie de la population sud-africaine qui ne regarde pas les autres Africains ou les immigrés africains dans leur pays comme des égaux, ce qui justifie les violences xénophobes à leur encontre. De mon point de vue, pour finir, de mon point de vue, ces violences xénophobes que le pays connaît à chaque année, à chaque fois qu'il y a des difficultés à l'encontre des autres Africains, vient tout simplement du fait que les Sud-Africains se sentent particuliers, se sentent différents et supérieurs, même j'ose de mots, à l'endroit des autres Africains. Et il faut faire ce travail de décolonisation des mentalités, de renvoyer de l'espace public sud-africain ces discours de propagande, de différence, de particularisme hérités du temps de l'apartheid.